Voilà, c'est fait. Je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire du mois de mai. Aujourd'hui, je suis contente aussi que plusieurs d'entre vous aient voté, plusieurs d'entre vous aussi ont décidé de participer. Aujourd'hui, on fait aussi, je suis pas tout seul pour donner ce webinaire-là. Je vais vous présenter une personne formidable qui a accepté de partager ce webinaire avec moi. Donc aujourd'hui, c'est quoi faire pour permettre le jeu libre à l'extérieur. C'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. La personne avec qui on va travailler, on va regarder ensemble justement, c'est comprendre les avantages puis les freins qui amènent finalement à prioriser le jeu libre à l'extérieur. C'est vraiment de couvrir la majorité des composantes, mais ça va être aussi de vous outiller puis de dire mais c'est quoi qui existe, puis c'est quoi les avantages, puis c'est quoi les freins qui font en sorte que vous allez ou pas à l'extérieur pour promouvoir le jeu libre. Donc, sans plus attendre, je vous introduis Julie. Julie, si tu veux ouvrir ton micro, kinésiologue au CIUS Mauricie Centre du Québec, si tu veux bien t'introduire. Oui, bon après-midi tout le monde. Je travaille pour le CIUS Mauricie, Centre du Québec. J'ai un territoire particulier, fait que je ne sais pas là, s'il y en a parmi vous qui sont de ce territoire-là. Mais pour tout le dossier de la petite enfance, je suis sur le territoire de la MRC de Mekinac, MRC des Chenaux et aussi tout le secteur de Shawinigan. Donc, mon mandat, plus précisément, c'est au niveau du jeu libre et actif dans le développement global de l'enfant. Donc, plusieurs thématiques qui vont toujours dans cette direction-là, dont aujourd'hui là, la thématique qui est sur le jeu libre à l'extérieur. Merci, Julie. Donc, Julie, c'est une partenaire avec qui je travaille régulièrement sur plusieurs projets d'aménagement, que ce soit aussi pour des projets de formation, ainsi de suite. Fait qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut travailler justement nos projets ensemble, puis comment ça crée un continuum. Je m'appelle Rosalie Morin. Pour certains, j'ai déjà vu. Pour d'autres, je ne connais pas, mais je suis vraiment contente que vous soyez présents dans ce webinaire. J'ai fondé NALU. Maintenant, je donne la formation. Je donne aussi de l'accompagnement sur les aménagements d'aires de jeu dits plus naturalisés. Je couvre la petite enfance, les cours d'école primaire. J'accompagne aussi les municipalités. Donc, c'est un peu l'étendue là, de mes services. Mais grosso modo, on n'est pas là pour parler de mes services, on est là pour parler du jeu libre actif et à l'extérieur. Donc, je laisse la parole à Julie. Oui, donc avant d'aller plus précisément dans le jeu à l'extérieur, j'aimerais ici qu'on parle un peu plus de jeu actif, qu'on voit un peu là, le continuum, je dirais, du jeu actif. Et quand on parle de jeu actif, bien évidemment, on parle de jeu où il y a différents mouvements à des intensités qui sont variées aussi. Donc, on peut penser aux enfants qui sont dans un carré de sable, par exemple, qui sont à des intensités un petit peu plus faibles, qui vont se promener avec leur petit camion d'une place à l'autre ou s'étirer, pelleter, remplir des choses. Mais aussi des enfants qui vont peut-être courir un petit peu partout dans la cour de CPE ou la cour d'école si vous êtes du préscolaire ou la cour arrière de la maison. Euh, là, Rosalie, on voit plusieurs diapos en même temps. Attends, voyez-vous ma boîte courriel aussi? Non, on voit Bon. juste, OK, on est revenu correct. Excellent. Donc, du côté du jeu structuré, on est à une extrémité du continuum du jeu. Le jeu structuré, mais c'est l'adulte qui va planifier, qui va animer, qui va organiser le jeu de l'enfant parce qu'il y a un but précis à atteindre. Donc, il veut que l'enfant accomplisse une performance ou qu'il développe ses différentes habiletés motrices. Donc, au niveau du jeu structuré, on va agir beaucoup plus au niveau du développement moteur de l'enfant. Et en plus, dans le jeu structuré, bien, on a des règles, des contraintes, on a des barrières un petit peu plus là, à le laisser aller de l'enfant qui se trouve à être différent de l'autre côté de la balance où on retrouve le jeu libre et actif. De ce côté-ci, bien, le mot libre invite beaucoup à la liberté, hein, donc la spontanéité de l'enfant de jouer, d'initier son jeu, donc de jouer avec qui il veut, quand il veut, comment il veut, avec quoi il veut. Donc, dans ce genre de jeu libre et actif-là, ben, c'est toute son autonomie qu'on va pouvoir développer ici. Il va utiliser son imagination, sa créativité, il va interagir beaucoup avec les autres. Donc, tout son côté langage va pouvoir bien se développer, son côté social aussi.
Il va se mettre à défi, il va peut-être régler des conflits aussi. Donc, vous voyez, on vient d'énumérer l'ensemble des sphères du développement global de l'enfant qu'on peut aller travailler avec le jeu libre, qui est très, très, très différent du jeu structuré. Puis on a l'entre-deux aussi, là, qu'on peut trouver différentes formes de jeux qui se trouvent entre ces deux extrémités-là. Donc, il s'agit de trouver un équilibre entre les deux parce que, évidemment, on veut que les enfants développent leur habileté motrice de base, sauter, courir, lancer, grimper, ramper, attraper, botter, qui vont devenir des habiletés motrices plus complexes par la suite, mais on veut aussi aller toucher à l'ensemble des composantes du développement moteur de l'enfant. Donc, c'est pour ça que la partie du jeu libre et actif est importante. Une différence entre les deux, c'est que une bonne différence, c'est que dans le jeu structuré, on peut organiser un jeu structuré qui va durer 1 minute ou 2, puis on va pouvoir atteindre les objectifs que l'on souhaite. Tandis que dans le jeu libre et actif, pour atteindre les objectifs que l'on veut au niveau du développement global de l'enfant, il faut lui laisser un 45 à 60 minutes de temps pour jouer, donc pour préparer son jeu, pour initier son jeu, pour développer, pour l'amener un petit peu plus loin et en arriver peut-être à terminer son jeu aussi. Donc, pour qu'il s'investisse à 100% dans son jeu et qu'il ait des effets au niveau de son développement global, il faut laisser tout ce temps-là à l'enfant pour son jeu libre. Fait que ça prend quand même, ça prend plus de temps, mais il y a autant de bienfaits, si on veut, parce que c'est l'enfant qui implique, puis c'est l'enfant qui mène ces jeux-là. Puis en fait, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut le promouvoir, ce jeu-là? Il y a plusieurs méthodes, c'en est 5 que je vous ai sorties aujourd'hui. Euh, on va les couvrir un à un, mais grosso modo, c'est d'augmenter le nombre de périodes de prévues au jeu libre. Ça va être aussi d'augmenter le temps passé à l'extérieur. Ça va être d'adopter des rôles qui vont permettre l'interaction éducative parce qu'on sait que le rôle d'une personne, que ce soit d'un éducateur physique ou que ce soit d'une éducatrice, le rôle que vous adoptez a un impact sur ses apprentissages et son développement, soit de l'enfant. C'est aussi, pour promouvoir le jeu libre, c'est important de revoir les politiques à l'interne. C'est très important parce que souvent, elles peuvent agir comme un frein. Et puis, la dernière chose, ben, j'aime beaucoup en parler, c'est d'augmenter la présence des pièces et matériaux libres à l'extérieur pour promouvoir finalement le développement du jeu imaginaire, créatif, augmenter la créativité chez les enfants. Donc, comment est-ce qu'on augmente le nombre de périodes prévues à l'horaire? Ben, c'est de diminuer un peu le nombre de périodes structurées, que ce soit, on parlait d'équilibre tantôt, les 0-5 ans ont davantage besoin de jouer librement pour apprendre et grandir. Donc, c'est essentiel de les mettre à la disposition, donc d'augmenter le nombre de périodes prévues pour ça. Quand on travaille avec, en petite enfance, c'est souvent, on va faire du jeu libre. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, là, c'est pas mal l'âge où est-ce qu'on dit, OK, on peut encore faire du jeu libre. Les enfants, ils ont moins de besoin pour ils ont moins de besoin de jeux structurés. À un moment donné, il existe justement ce transfert-là vers l'âge de 7-8 ans, parce qu'ils ont besoin un peu plus de jeux structurés, ils sont un peu plus intéressés par ça. Mais en bas de cet âge-là, c'est plus de jouer librement. L'autre stratégie, c'est d'augmenter le temps passé à l'extérieur, puis je vais laisser Julie vous en parler plus longuement sur ses bienfaits. Mais grosso modo, l'extérieur, c'est le meilleur endroit où est-ce qu'on peut promouvoir le jeu libre pour la simple et unique raison que les enfants peuvent jouer librement. Il y a plus d'espace, il y a plus d'opportunités. Donc, il faut le répéter le plus souvent possible parce que ça l'engage. On en parlait tout à l'heure d'un jeu actif et on va y revenir plus tard, mais du jeu à risque bénéfique. Donc ça, c'est la deuxième stratégie qui était mise de l'avant pour promouvoir le jeu libre. Ah, Mon Julie. micro. Rosalie vient de le dire, le meilleur endroit, c'est à l'extérieur. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à aller jouer dehors parce que c'est un milieu qui est moins contraignant qu'à l'intérieur, hein. On n'a pas les meubles, on n'a pas des jouets, on n'a pas des murs. On a quand même un grand espace où on peut jouer avec une grande énergie aussi, avec intensité. Et c'est un endroit où l'enfant peut explorer vraiment plus facilement qu'à l'intérieur. On a juste à penser à explorer les petites bestioles qu'on retrouve dans le gazon ou dans la forêt ou explorer
à l'autre bout de la forêt. Donc, on a un milieu qui est vraiment beaucoup moins contraignant et où l'enfant peut relever plusieurs défis. Des défis cognitifs, oui, ici, qui sont très, très différents de l'intérieur. Donc, des connaissances qu'on va apprendre à l'extérieur qu'on ne pourra pas nécessairement ou plus difficilement faire à l'intérieur, mais des défis physiques aussi qu'on va pouvoir peut-être permettre un petit peu plus à l'extérieur par rapport à l'intérieur. C'est un milieu qui change continuellement en fonction de la température, en fonction du vent, en fonction de la saison. Donc, l'enfant va être amené à résoudre des problèmes ou à prendre des décisions plus facilement qu'à l'intérieur. Si, par exemple, il laisse un jeu à l'extérieur ou tout simplement une butte de neige et qu'après une tempête de neige, la butte est beaucoup plus grande, mais est-ce qu'elle est rendue assez... est-ce que c'est un défi pour l'enfant d'aller glisser ou de grimper cette butte-là ou s'il est encore à l'aise, même si la butte est rendue plus grande? Donc, prise de décision, résolution de problème. Tout le côté aussi sensoriel qu'on ne retrouve pas à l'intérieur. On pense à sentir la chaleur qu'enfin on sent maintenant. Le vent sur le visage, le froid, la pluie, la glace, l'eau, la boue. Tout ce contact-là avec la nature, avec les objets de la nature, qui est difficilement faisable. On peut le faire à l'intérieur avec des bacs de sable, des bacs d'eau et tout ça, mais c'est pas du tout la même chose que quand on est à l'extérieur en contact réel avec ces objets-là. On a 4 fabuleuses saisons qui nous permettent aussi de varier toutes ces expériences sensorielles-là, mais les expériences motrices aussi. On pense juste aux tout petits avec leurs gros habits de neige à marcher dans la neige, comment c'est pas facile, contrairement à l'été. Donc, on a des défis ici à relever. Le terrain, à l'intérieur, on marche sur une surface plane qui est rigide, tandis qu'à l'extérieur, mais on va avoir des bosses, des trous, des roches, des racines, des branches, des troncs d'arbres. Donc, une réalité de terrain qui est totalement différente à l'intérieur. Et j'ai mis apprentissage scolaire entre guillemets. Ce que je veux dire ici, c'est que avec les objets de la nature, si un enfant vous arrive avec des roches dans ses mains, bien, on peut lui demander de compter le nombre de roches. Donc, on apprend les chiffres. On peut lui demander de placer les branches en ordre de grandeur du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Donc, on est encore dans les notions mathématiques ici. D'aller chercher des feuilles rouges, des feuilles jaunes, autres objets de la nature. Donc, on est encore dans de l'apprentissage des couleurs ou des formes si on trouve différentes formes de roches et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage qu'on peut faire à l'extérieur sans que ce soit nécessairement avec crayon, papier et en train d'écrire et d'évoluer comme on le fait normalement à l'intérieur. Ces points-là que je viens de parler, c'est des points qui sont vraiment reliés au développement moteur et au développement global de l'enfant. Vous voyez les 3 autres qui suivent, qui sont des points un petit peu plus reliés je dirais, à la santé de l'enfant. Donc, la croissance de l'œil de l'enfant va se faire de façon plus optimale si l'enfant est à l'extérieur. Même que l'ordre des optométristes, si je ne me souviens pas, je pense bien que c'est les optométristes, qui disent que l'enfant a besoin d'un 45 à 60 minutes de jeu extérieur. Donc, on est vraiment en lien avec le temps qu'on demande pour le jeu libre à l'enfant pour qu'il s'installe dans son jeu, qu'il s'investisse dans son jeu. C'est la même chose pour la croissance de l'œil. Donc, pour éviter la myopie, à moins qu'il y ait des facteurs génétiques, là, évidemment, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer, mais sur ce qu'on peut jouer pour aider la croissance de l'œil, bien, le fait de regarder à l'extérieur, de regarder au loin, la luminosité qui peut changer dans la journée. On n'est pas sous les néons enfermé dans 4 murs, donc ça permet vraiment un meilleur développement de l'œil de l'enfant. La qualité de l'air, bien, je pense qu'on en a parlé assez pendant la pandémie. Hein? Allez jouer dehors, rencontrez-vous dehors. Donc, c'était justement pour fuir ces virus-là, les petits microbes de grippe, de rhume. Donc, jouer dehors permet là, de repousser tous ces petits microbes-là. Et à l'extérieur, bien, l'effet apaisant d'être dehors, l'effet relaxant va permettre une meilleure gestion du stress, évidemment. Donc, plein d'effets bénéfiques au niveau de l'enfant, mais aussi au niveau de son développement global, mais au niveau de son développement, de sa santé aussi.
Donc, l'extérieur, c'est vraiment la meilleure salle de jeu, je dirais ici. Je vous présente à la suite, Rosalie, la prochaine. Vous avez différentes images ici. Hop. Oui, ici. J'aimerais ça, certains d'entre vous, êtes-vous en mesure de me dire quelles sont les activités dangereuses qu'on retrouve ici selon vous? Pouvez-vous m'en nommer? C'est l'heure d'ouvrir vos micros, là. Ouais. On vous fait travailler un peu. Ben, moi, je vois la tablette. La tablette comme une activité dangereuse? Ben, dans OK. tout ce que je vois là, c'est la pire, OK. à mon avis. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres avis, d'autres idées d'activités dangereuses? Ben, tout dépend un peu de la situation aussi, parce que le petit gars qui va vers l'avant, tête première, ça peut être dangereux, comme ça peut être vraiment amusant aussi. Le monter sur la montagne, il peut bien débouler par sur le dos. Ben, tu sais, chaque situation est différente, mais à un moment donné, il OK. faut qu'ils apprennent. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres Ben moi, j'allais commentaires? dire un peu dans le même titre d'idée que Rémi. Je pense que ça dépend dans quel contexte qu'on est. Des fois, on peut peut-être venir mettre un certain encadrement selon les activités. C'est comme là, je vois, mettons, les boules de neige, on sait qu'on faut rappeler aux enfants de ne pas avoir des balles de glace quand on les tire sur les amis ou dans d'autres contextes, ça ressemblerait à ça. Bon. Effectivement. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose? Moi, j'aurais envie de vous dire ici qu'il n'y a aucune activité dangereuse dans tout ce qu'on retrouve ici, même la tablette, ou même lancer des balles, ou même la tête première. Quelque chose de dangereux, c'est quelque chose que l'enfant ne voit pas. Donc, un exemple, une structure de métal. Disons que dans un terrain, on avait un ancien but de soccer, par exemple, avec des ancrages. Bien, ces ancrages-là, s'ils sont là, ils n'ont pas été enlevés quand le but a été retiré, c'est un danger pour l'enfant parce que l'enfant va être en jeu de poursuite, il va être à la course, il va jouer à la tag, peu importe. Bien, pour lui, il ne verra pas cet objet-là qui est dangereux pour lui, il peut trébucher et là, bien, se faire mal, faire une commotion à la limite et tout ça. Donc, un danger, c'est quelque chose que l'enfant ne voit pas. Tandis qu'un risque, c'est l'enfant qui décide lui-même. Il voit qu'est-ce qui se passe et il décide lui-même s'il choisit d'affronter ou non ce qui est en train de se passer. Donc, si l'enfant se lance tête première dans la glissade, c'est que lui ne voit pas de danger. Le danger que nous, on voit, c'est par rapport à nous, à notre peur, à nos valeurs, à ce qu'on a déjà vécu, à un accident qui est déjà arrivé aussi. Mais si l'enfant se lance, c'est que lui, il n'en voit pas de danger et probablement qu'il a essayé, avant de s'en aller à plat ventre, il a essayé de glisser de la bonne façon, donc pied en avant sur les faufounes et se laisser aller pour expérimenter un peu cette glissade-là, puis ensuite dire, bien, je pense que je suis rendue à l'aise pour relever le défi de me lancer tête première. Donc, cette notion-là de risque, elle est importante parce que ce n'est pas nécessairement de s'exposer à un danger quand on se met à risque. Et cette notion-là de risque, elle existe partout. Dès qu'on se met en action, on se met à risque. Donc, c'est omniprésent dans la vie de tous les jours dès qu'on met un pied devant l'autre. Et c'est très essentiel au développement de l'enfant parce que c'est de cette façon-là qu'il va évoluer dans ses habiletés motrices. Je mentionnais que c'était pas un danger, mais comme je l'ai effleuré un petit peu, ce qui nous freine, c'est qu'on a peur. Donc, c'est toute la notion de surprotection. Et peut-être qu'on ne le voit pas comme de la surprotection, peut-être qu'on le voit comme de la protection de l'enfant. Mais protéger l'enfant, c'est s'assurer que l'environnement est sécuritaire, est adapté à son âge, à son développement et tout ça. Donc, si la glissade est présente dans le parc, dans la cour ou dans la cour arrière d'une maison, c'est qu'on en a fait on a fait un tour de cette infrastructure-là et on a vu qu'il n'y avait aucun danger, que c'était sécuritaire. On a parlé de consignes aussi pour les balles de neige. On ne lancera pas de balles de neige glacées ou qui ont des roches dedans ou des choses comme ça. On a des consignes claires ici. Donc ça, c'est protégé. C'est au niveau de l'environnement. Mais quand on surprotège l'enfant, c'est là qu'on va aller freiner le développement de l'enfant parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose.
C'est cette peur-là qui freine souvent le développement de l'enfant. Et le concept d'adulte hélicoptère, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu, c'est des adultes avec des hélices qu'on voit là, attachés dans leur dos avec des grosses longues vues, qui sont toujours au-dessus de l'enfant en train de s'assurer que tout va bien, même être au-devant de ce qui peut arriver ou même faire à la place de l'enfant. Donc, ce sont tous des freins au développement de l'enfant. Si on empêche l'enfant de glisser tête première parce qu'on a peur qu'il se casse la marboulette quand il arrive en bas, ben c'est un frein à comment je vais atterrir en bas de la glissade. Est-ce que j'atterris les deux bras en Superman, chaque côté du corps, ou il faut que j'atterrisse avec les deux mains en avant pour m'aider à me protéger, à tourner ma tête? Donc, si on le fait à la place de l'enfant, il ne sera pas en mesure d'apprendre à se protéger. Donc, ces facteurs d'autoprotection qu'il pourra reproduire à un autre moment là, quand une activité ou une autre situation comme ça là, elle lui arrivera. Donc, c'est normal que l'enfant vive certaines difficultés. Il ne faut pas le faire à sa place, il faut le laisser aller. Et en tant qu'adulte, ben, on a un rôle à jouer dans ça. C'est s'assurer que l'environnement est sécuritaire et d'aider l'enfant à trouver des solutions au lieu de faire à sa place, donc de le questionner et tout ça. Dans le rôle, ben, je laisse Rosalie aller dans ça aussi, c'est qu'on peut avoir une certaine flexibilité aux différents rôles qu'on peut jouer dans le jeu libre et actif. Oui, ben en fait, c'est ça, quand on parle de rôle, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, tu sais, la qualité de vos interactions quand vous êtes la personne en charge du groupe, c'est un prédicteur sur l'apprentissage puis le développement de l'enfant. C'est ça que vous devez retenir. Puis la qualité puis la façon dont vous allez les accompagner va avoir un impact sur ces deux composantes-là, soit les apprentissages puis le développement. Euh, on est beaucoup dans le domaine de l'éducation plein air. C'est vraiment ce par quoi, en fait, moi, je travaille. Puis on en a parlé, on a fait beaucoup de références à, par exemple, là, grimper sur des souches ou aller trouver des roches de différentes grosseurs, et ainsi de suite. J'ai pris pour certains qui connaissent peut-être le cadre de référence Alex qui a été fait par la QCPE, qui porte sur l'éducation plein air. On parle d'un continuum d'accompagnement que j'adore, qui s'applique vraiment, je crois, à euh, tous les niveaux d'âge quand on vient d'accompagner quelqu'un qui fait du jeu libre. Donc, accompagner un enfant qui fait du jeu libre, vous pouvez aller télécharger cette page-là qui est dans le guide Alex, qui définit très bien les quatre rôles qui sont dits moins engagés à vraiment trop engagés, en fait, j'ai envie de dire. Je peux vous en parler rapidement. En fait, vous avez l'observatrice bienveillante qui est juste ici. C'est vraiment entre le non-engagé qui ignore le jeu de l'enfant, puis qui consulte son téléphone qui est assis sur un banc, qui fait juste attendre que les choses se passent. Donc, quand vous êtes une observatrice bienveillante ou un observateur bienveillant, vous êtes positionné à proximité, vous intervenez aux besoins, vous prenez des notes, vous prenez des photos, vous êtes disponible aux besoins. Quand vous décidez de mettre en scène quelque chose, c'est que vous êtes engagé un peu plus physiquement, un peu plus dans le jeu de l'enfant. Fait que vous allez mettre en scène des choses pour promouvoir le jeu libre. Donc, vous allez garder éveiller la curiosité, c'est ça l'idée. Quand vous allez devenir co-joueur, co-joueuse, co-exploratrice, c'est parce que les enfants vont peut-être vous donner un rôle. Vous allez explorer à côté, en parallèle ou en collaboration. On est vraiment dans le jeu libre encore. Vous allez explorer, ils vont peut-être vous donner un rôle. Vous allez devenir le dragon du château, malheureusement. Ou vous allez devenir la princesse. Vous allez peut-être devenir aussi le grand explorateur avec qui il va aller grimper la grande montagne. Donc, vous allez être intégré davantage dans leurs histoires. Et à un moment donné, vous allez peut-être davantage vous allez susciter des idées pour leur permettre de continuer à jouer dans ce jeu libre-là. On en a parlé tantôt. Le jeu libre, c'est entre 45 et 60 minutes, mais quand vous intervenez, vous pouvez venir bonifier, en fait, ces séances-là pour augmenter le temps qu'ils vont passer à interagir. Puis, plus vous allez être présent, plus vous allez être engagé à protéger ce jeu libre-là, en fait, pour les enfants. Donc, éviter qu'il y ait des ballons ou si, par exemple, dans la cour, il y a des ballons, euh, que les ballons viennent dans cet espace de jeu libre-là, ben, quand il y a un ballon qui vient dans l'espace de jeu libre, ça sort l'enfant, en fait, ça sort l'enfant de son schéma, de son histoire, de son contexte. Donc, c'est important de protéger ces espaces-là où est-ce qu'il y a plus de jeux libres, plus d'histoire, plus euh,
de jeux créatifs. Donc, c'est important de protéger ces zones-là puis savoir que ces espaces-là sont dédiés plus à ça. Donc, vous avez vraiment ce continuum-là pour adopter vraiment un rôle qui va augmenter la qualité éducative. Puis j'ai envie de vous parler faut prendre conscience aussi de freins. Donc, c'est l'Association canadienne de santé publique qui ont fait un énoncé sur la position du jeu libre des enfants qui disait qu'il y a plusieurs facteurs qui existent qui empêchent le jeu libre. On parle entre autres de la pression sociale, peut-être plus au niveau, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'il y en a qui veulent davantage organiser des activités pour leurs enfants au lieu de les laisser jouer librement. Fait que ça, c'en est un. De pas prendre le temps, d'être trop fatigué, de de pas avoir les bons vêtements parce que c'est la température. Donc, on le voit bien ici, c'est d'avoir les vêtements appropriés pour les températures. Je vous le dis, les vêtements sont un facteur important sur le confort de l'enfant, mais c'est aussi sur le temps qu'il va passer à l'extérieur à jouer librement. Et l'autre aussi, frein qui existe, qui empêche le jeu libre, ben, si vous n'allez pas être surpris, là, c'est les technologies, les écrans. Ça l'empêche le jeu libre parce que ça prend du temps. Ça prend du temps dans l'agenda, si on veut, dans la journée, qui n'est pas dédié au jeu libre. Donc, c'est tous des freins qui ont été relevés par l'Association canadienne de santé publique. Il y en a plein d'autres, mais c'était ceux-là que je voulais vous présenter. Maintenant, je vais vous parler des politiques parce que les politiques agissent comme un frein sur le jeu libre. Puis là, ce que vous devez faire, c'est vraiment un devoir que j'espère que vous allez faire. Est-ce que vos politiques à l'interne freinent le jeu libre, actif et à risque bénéfique, ce que Julie et moi, on vous a parlé? Est-ce que vous empêchez, par exemple, de permettre aux enfants de grimper dans les arbres? Est-ce que vous empêchez les enfants de jouer avec des roches? Est-ce que avec des roches de différentes grosseurs, avec des branches? Est-ce que vous empêchez... Donc, est-ce qu'il existe des termes, des vocabulaires qui sont utilisés, que ce soit dans la politique, dite ou non dite, que ce soit à l'interne, est-ce qu'il y a des des ressentis à l'interne. Il y a des gens qui sont pas confortables avec ça. Pour certains d'entre vous, avez déjà suivi des formations sur l'éducation plein air. Pour d'autres, non. Pour d'autres, pour qui c'est nouveau. Mais faut quand même, je veux faire germer ça dans votre tête, si c'est pas le cas, que vous n'avez pas suivi de formation là-dessus. C'est de revoir les termes et le vocabulaire utilisé. Est-ce que vos politiques sont limitatives au jeu libre? Est-ce que les politiques sont vieilles? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez changé vos pratiques avec le temps? Par exemple, votre programme éducatif ou les politiques internes des écoles ne sont plus à jour. Donc, dans votre école, qu'est-ce que vous permettez? Fait que c'est un peu ça que je vous envoie comme devoir à faire, c'est de lire un peu vos politiques, de savoir qu'est-ce qui se passe, où en sont chacune des personnes, poser des questions, soyez curieux pour voir est-ce que finalement c'est un non-dit, finalement c'est parce que il y a quelqu'un qui s'est peut-être blessé il y a 3 ans, puis ils n'ont jamais voulu que la butte revienne dans la cour d'école. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous faites plus de butte de neige l'hiver, qui empêche le jeu libre à risque et actif. Fait que c'est de revoir ça. Fait que je vous donne ce petit devoir-là. Et puis, je vous amène une belle idée, ça serait d'augmenter la présence de vos pièces et matériaux de jeu libre et polyvalents, ça le dit. Pièces, matériaux de jeu libre, polyvalents, vous en avez des exemples ici, de l'eau, des roches, des cocottes, des caisses de lait, ça c'est ma préférée, là. Pas savoir pourquoi. De l'eau, des boîtes, des tuyaux. Donc, c'est intéressant pour tout pour vraiment tous les âges, qu'on parte du zéro, qu'on aille à 13 ans, à 15 ans, à 17 ans. Ça devient très intéressant. Moi, c'est pas rare que j'en ai entendu parler des enfants qui viennent dans la cour d'école primaire, des jeunes qui rôdent aux alentours, qui jouent dans les parcs. Finalement, les pièces matériaux de jeu libre qui sont disponibles dans la cour d'école primaire, c'est aussi intéressant. Puis ils construisent, puis ils jouent avec ça. Donc, c'est vraiment hot. C'est vraiment des matériaux qui permettent aux enfants de penser par eux-mêmes, d'imaginer leurs histoires, de confronter leurs idées, de résoudre des problèmes, d'expérimenter, d'analyser différentes options. Écoute, j'en donne une formation de 2 heures là-dessus, là. Il y a tellement de bienfaits. Puis tu sais, on parle du jeu libre depuis tantôt, puis ça, c'est une possibilité à faire pour intégrer des pièces matériaux libres. Dans le guide de la QCPE, il y en a plusieurs types de pièces et matériaux de jeu libre à la page 230, 231. Donc, vous pouvez aller consulter ce guide-là, guide Alex.
je vous invite à le faire. Donc, c'est à quoi ressemblent les pièces matériaux libres. Puis là, les enfants peuvent combiner, construire avec ça. Il y en a qui vont utiliser des planches de bois pour construire des bâches, des affaires. C'est vraiment fou, là. Ce qu'ils peuvent faire avec ça aussi, des nouilles, des spaghettis, là, de piscine, ça devient très intéressant. Donc, en gros, là, on vous a fait un beau résumé de ce qui est important de faire pour permettre le jeu libre. Fait que c'est en 5 étapes. En 5 étapes, c'est ce qu'on vous a parlé. C'est d'augmenter votre nombre de périodes prévues au jeu libre. Augmenter votre temps passé à l'extérieur. Julie vous en a fait vraiment, vous a relaté tout vraiment les bienfaits. Qu'est-ce que c'est le jeu libre? Pour voir votre position sur le jeu structuré. Est-ce que vous êtes trop dans le jeu structuré, pas assez sur le jeu libre? Est-ce que vous mettez de l'avant le jeu actif et à risque bénéfique? Est-ce que vous voyez aussi là, les politiques qui viennent finalement écraser ce facteur-là? Donc, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça va être d'adopter votre rôle. Fait que quel genre de rôle que vous voulez adopter selon les situations. Encore là, ça devient très intéressant. Fait que de penser aussi à comment moi j'interagis parce que je sais que j'ai un rôle très important sur les apprentissages et sur le développement global de l'enfant. Encore là, vos politiques, qu'est-ce qui met un frein? Vous aviez un devoir à faire. Et puis, c'est comment est-ce que vous pouvez augmenter les pièces et matériaux libres dans votre groupe. Donc, c'est de le faire, puis mettre ça dans une petite zone, commencer avec quelques-uns, les ranger peut-être au début. Plus ça va aller, plus vous allez en avoir. C'est vraiment cool. Donc, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Vous avez les prochaines dates de formation, que ce soit individuel. On a parlé des pièces et matériaux libres. Je donne une formation le 20 juin là-dessus. Fait que si vous voulez vous inscrire, vous êtes de plusieurs milieux. Sinon, c'est toujours la possibilité de vous inscrire en groupe. C'est toujours intéressant. Plus vous êtes, mieux c'est. Puis on parle, là, la dernière fois, Julie et moi, on donnait une formation. Je donnais la formation, Julie était présente, là. Puis dans un CPE d'ailleurs, puis c'était le fun parce qu'on on a pu régler quand même beaucoup de choses là, en lien avec le jeu à risque là, qu'engageait les pièces et matériaux libres. Fait que beaucoup d'échanges pour des formations de groupe. Prochain webinaire, si vous voulez, c'est le 7 juin à 14 heures. Vous pouvez vous inscrire. En fait, vous pouvez vous inscrire à partir du 7 juin, mais le webinaire est le 28 juin. Si vous êtes en vacances, vous voulez prendre 30 minutes de vos vacances sur le bord de votre piscine, ça serait vraiment cool. Allez voter. Puis j'imagine que puis si vous avez des questions à propos du webinaire, vous voulez proposer des sujets, n'hésitez surtout pas. C'est bon? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y en a de vous qui avaient des questions? J'ai réouvert la page, là, maintenant je vous vois. Juste pour savoir, au niveau du jeu libre, tout ce qui est à risque, qui est à danger, parfois dans le cours d'éduc, ce que je faisais, c'est que je prenais un peu les règles des salles aux couturiers. Ça veut dire que il y avait deux règles. Tu te fais pas mal ou tu fais pas mal à quelqu'un. Si tu brisais une de ces deux règles-là, ben, tu venais avec moi, on s'assoyait, puis il fallait que tu trouves une solution pour pas que ça arrive de nouveau. C'est-tu quand même bien d'y aller de cette manière-là? C'est dans ce sens-là, Rémi, tu sais, on parlait, Julie et moi, de ça justement la dernière fois, il y a 3 règles claires, c'est respecte-toi, respecte les autres, puis respecte le matériel. Puis c'est 3 règles simples. Puis dans ce cas-là, ben, tu laisses la liberté aux autres d'apprendre, puis tu brises pas le matériel non plus, c'est que ça aussi, c'est une possibilité. Parfait, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions? Non? Bien, je vous remercie énormément. On vous a gardé 6 minutes de plus. J'apprécie énormément. Si vous voulez revoir le webinaire, euh, si vous voulez laisser des commentaires, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer sur YouTube. Puis si jamais il y a des choses qui ont germé dans votre tête, puis vous avez dit, ah, OK, j'aimerais ça revoir ma politique, on sait pas par où aller, n'hésitez pas à m'écrire. Puis dans le besoin, je vais aussi vous mettre, si vous voulez contacter directement Julie, faites-le. Certainement que ça va lui faire plaisir. Mais passez par moi ou passez par Julie, puis n'hésitez surtout pas. Fait que merci encore d'avoir participé, puis ben, on se revoit peut-être au prochain webinaire sur le bord de la plage ou sur le bord de la piscine. Merci tout le monde. Merci beaucoup! Au revoir.